Waouh, c'est tout simplement waouh. LVMH a publié ses résultats 2021 et l'année a été carrément exceptionnelle. Dans cette vidéo, on va se plonger dans les chiffres et on va essayer de voir si au prix actuel, LVMH pourrait représenter une opportunité d'investissement par rapport au nouveau développement. Donc, selon le management, l'année a été marquée par une performance exceptionnelle d'activité mode et maroquinerie, notamment avec Louis Vuitton, Christian Dior, Fendi, qui atteignent des niveaux records de vente et de rentabilité. Donc, ce qui veut dire que les volumes ont augmenté, mais également la rentabilité. Donc, on a appliqué un tout petit peu de pricing power ici. Également, le succès de l'intégration dès la première année dans le groupe de Tiffany qui réalise une performance record, sans oublier une croissance forte en Asie, aux États-Unis et une reprise progressive en Europe. Donc, on peut également voir qu'il y a eu un rebond sur Sephora et la poursuite des ventes en ligne. Sans oublier, normalement, le grand succès du champagne et du cognac. Allez, c'est tout à fait normal pour moi parce qu'en période de Covid, qu'est-ce qu'il nous reste à faire, mis à part boire pour ne pas céder à la dépression. Mais dans tous les cas de figure, c'est un niveau de cash flow disponible d'exploitation record. Maintenant, au niveau des résultats en eux-mêmes, le revenu a augmenté de 20% par rapport à 2019. Cette année, on est à 64 milliards de dollars alors qu'en 2019, on était à 53 milliards de dollars. Pourquoi est-ce qu'on le compare par rapport à 2019? C'est parce que 2019, c'est l'année avant Covid. En 2020, on a connu le Covid, donc c'est tout à fait normal qu'on ait cette variation, cette baisse au niveau de 44 milliards. Mais quand on compare les 2 dernières années, c'est une croissance moyenne de 10%. Et par rapport à l'année 2020, c'est une croissance de 42%. C'est exceptionnel. Également, dans cette croissance-là, il faut prendre en compte qu'il y a eu une ou plusieurs acquisitions, notamment la plus grosse, celle de Tiffany. Donc, Tiffany, la première année de Tiffany, c'est 2021. Donc, c'est la raison pour laquelle, en partie, les résultats sont également exceptionnellement élevés, mais ça n'explique pas tout. Donc, même sans Tiffany, l'entreprise a eu une croissance organique correcte. Ce qui m'impressionne le plus, c'est la croissance des bénéfices nets par rapport à 2019. On était à 13%. Et en 2021, on est à 19% pour se situer aux alentours de 12 milliards. Si on compare le bénéfice net par rapport à 2020, c'est une croissance de près de 2,6 fois les bénéfices nets de 2020, donc on peut encore dire 260%. Et par rapport à 2019, c'est 71% de croissance. C'est exceptionnel. Donc ce qui nous donne aujourd'hui un bénéfice net par action de 23,90 $. Donc, je parle de dollars, excusez-moi, c'est une question d'habitude, mais c'est 23,90 €. Donc, au niveau de la segmentation des revenus, comment est-ce que les différents départements se sont comportés? On peut voir ici que la division vin et spiritueux continue à connaître une croissance correcte. Donc, les marges également sont stables. Donc, ils reprennent les marges de 2019 avec un tout petit peu plus de supplément. Donc, dans la division montres et joaillerie, on reconstate qu'il y a une croissance, une croissance presque du double par rapport à 2019 et un maintien des marges pour se situer aux alentours de 18%. Donc les marges sont supérieures par rapport à 2019. Donc notamment dans cette division-ci, on retrouve l'acquisition de Tiffany. Donc on peut constater que cette division-là a été plus que bénéfique pour le groupe, notamment au niveau des revenus ainsi qu'au niveau des marges. Dans la division retail, on peut constater qu'il y a, c'est toujours compliqué par rapport à 2019, mais c'est mieux que 2020. Et présentement, le secteur, enfin pas le secteur, mais ce segment-là est stable par rapport à 2020. Donc présentement, ils sont en profit. Donc c'est un profit opérationnel. Ce n'est pas encore on n'a pas encore atteint les niveaux de 2019, mais ça reste correct. Dans la division parfum et cosmétiques, on constate plutôt une stabilité, notamment au niveau des revenus et ainsi qu'au niveau des marges. Bon, quand on dit stabilité, il y a une légère croissance des marges, mais à la fin de la journée, au niveau des revenus, ce n'est pas encore la même chose que 2019, mais dans l'ensemble ici, c'est correct. Donc dans la division joaillerie également, c'est correct. Dans la division vin et spiritueux, c'est correct. Et la division qui est vraiment le fer de lance en 2021, c'est la division mode et maroquinerie. On voit ici une croissance soutenue par rapport à 2019, notamment au niveau des revenus et au niveau des marges. La marge ici, en 2019, on avait 33% et en 2021, on se retrouve à 41,6%. Donc, volume plus pricing power, oulala, c'est de la dynamite.
Donc ici, notamment, avant d'analyser une entreprise, comment est-ce que moi je procède généralement? C'est j'étudie la stabilité ou la croissance des revenus. Donc ici, on peut voir que LVMH, depuis 2016, en fait, les revenus sont plus que croissants. J'aurais pu aller plus loin que ça, mais les revenus sont croissants depuis cette période-là. C'est une entreprise de croissance, d'accord? Donc qui fait des acquisitions et qui a également une croissance organique. En 2020, elle a connu une année assez difficile, mais à partir de 2021, c'était exceptionnel. Donc si on prend l'année 2021 comme étant une année exceptionnelle et qu'on la compare par rapport à 2019 et qu'on prend par exemple la croissance sur les 10 dernières années avec un point de référence 2021, on peut normalement, on peut se dire, on peut constater que la croissance reste aux alentours des 10%. Enfin, je dis 10%, c'est écrit 12,15%, mais moi j'ai toujours l'habitude d'arrondir, donc c'est aux alentours de 10%. La croissance sur les 10 dernières années, c'est tout simplement exceptionnel pour une entreprise de cette taille-là, notamment non seulement au niveau du revenu, mais également au niveau des marges. Donc retenez bien cette croissance de 10% ici, ça va nous servir par rapport à l'évaluation de l'entreprise. Donc au niveau de la marge brute, on est resté stable. C'est vrai qu'il y a un léger rebond en 2021. Les données ne sont pas encore correctement ancrées, mais on est aux alentours normalement des 69-70%. Mais dans l'ensemble, c'est correct, c'est un checkmark. Au niveau de la marge EBITDA, on peut déjà constater, avant même que les résultats ne soient sortis, qu'on avait déjà des marges EBITDA exceptionnellement élevées. En moyenne, on est à 25%, mais depuis 2021, on se retrouve aux alentours de 30%. Et c'est totalement correct, c'est tout ce qu'on attend d'une entreprise qui a de la qualité, un pricing power et qui a tout simplement des produits exceptionnels. Au niveau de l'évaluation, on a deux graphiques. Le premier graphique ici, c'est celui qui représente les price to earning normalisés. C'est une période de près de 15 ans, enfin plus que 15 ans même. Et le deuxième graphique, c'est valeur d'entreprise sur EBITDA, sur une période également de 15 ans. Le plus important ici, c'est la moyenne. La valeur d'entreprise sur EBITDA sur les 15 dernières années est de 11. Vous voyez bien 10,98, ben on va l'arrondir à 11. Et actuellement, en date d'aujourd'hui, cette valeur d'entreprise sur EBITDA se situe aux alentours de 15,93. Donc au prix de 694 € l'action, on pourrait dire que l'entreprise est surévaluée en date d'aujourd'hui. Mais attention, prenant en compte la croissance de l'entreprise qui est de 10% en moyenne sur les 10 dernières années. Si on garde la même croissance de 10%, d'accord, sur les 5 prochaines années, donc croissance composée sur les 5 prochaines années, ça revient ici à multiplier l'EBITDA ici par 6, donc ce qui reviendra à dire que le 16 en date d'aujourd'hui, si on le divise par 1,6, donc 1,6 ici représente la croissance de 10% sur 5 ans. Si on le divise ici par 1,6, ça représente ici 10 fois les EBITDA en date d'aujourd'hui. Donc le 694 $ l'action en date d'aujourd'hui, 694 € l'action en date d'aujourd'hui représente un prix correct si on prend en compte une croissance de 10% sur les 5 prochaines années. Ça, c'est la première hypothèse. Et ne vous inquiétez pas. Pour les hypothèses, je prends des raccourcis. C'est juste pour que ce soit facile. C'est fait de voir que même en payant 694 € ici, je ne surpaye pas. C'est juste un prix tout à fait correct. Et toute croissance supérieure à 10% serait la bienvenue. Mais ça, c'est la première hypothèse. Donc, on n'utilise pas une seule hypothèse pour évaluer une entreprise. Maintenant, on va l'évaluer avec le price to earning. Également, je voudrais préciser une chose. Normalement, j'aurais dû soustraire la dette de ce calcul-ci, mais je ne l'ai juste pas fait parce que je considère que la dette à l'heure actuelle, qui est inférieure selon moi à une fois les EBITDA, ne représente pas un danger. Donc, je ne le soustrais juste pas. D'accord ? Mais normalement, j'aurais dû le faire. C'est juste pour pouvoir évaluer rapidement l'entreprise. Donc ici, 694 €, ce n'est pas un mauvais prix, mais ça prend en compte déjà une croissance de 10% intégrée au prix actuel. Ça, c'est la première hypothèse. Maintenant, on va le faire avec le price to earning normalisé. Donc, le price to earning normalisé sur les 15 dernières années, c'est 21. Vous voyez 20,64. Donc, encore une fois, j'arrondis toujours. En date d'aujourd'hui, il va se situer aux alentours des 29,62. Ok, n'ayez pas peur. Si je prends, n'est-ce pas, les bénéfices actuels, d'accord, qui se situent aux alentours des 12 milliards. Donc, si on prend 12 milliards ici, bénéfices nets, d'accord, multiplié par 21 fois les bénéfices, divisé, ça fait 252 milliards. 252 milliards. Donc, on est ici 252 milliards, d'accord. Et je le divise par le nombre d'actions, 504 millions d'actions. Donc, divisé par 504. Encore une fois, le nombre d'actions, je l'ai également arrondi, c'est 503, poussières. Donc, ça nous donne ici un prix de 500 €.
D'accord? Donc, on se dirait que l'entreprise est surévaluée au prix actuel. Mais je n'ai pas encore pris en compte la croissance. Et également, dans ce prix-ci, j'aurais également dû enlever la dette nette par action. Mais je ne le fais juste pas parce que je considère que, comme je l'ai dit tout à l'heure, la dette nette est insignifiante. Donc, la dette nette ici n'est pas enlevée, donc ce qui nous donne ici un prix de 500 euros. La seconde hypothèse, ce serait d'ajouter la croissance. La même croissance de 1,6%, ça revient juste à faire 500 euros multiplié par 1,6. D'accord? Ça nous donne combien ici? Ça nous donne 800 euros l'action. Donc, on a deux hypothèses. On a une hypothèse qui évalue l'entreprise avec une valeur d'entreprise sur EBITDA de 11, qui nous donne un prix actuel en date d'aujourd'hui. Bon, j'ai pris c'est de 11, mais j'ai pris ici 10. Donc, si on ajoute si on fait bien le calcul et qu'on met 11, en réalité, c'est pas 694 euros. Le prix sera de 763 euros. D'accord? Donc, parce que ici, rappelez-vous, j'ai mis 10 au lieu de 11 en moyenne, parce qu'en divisant le 16 divisé par 1,6, on trouvait 10. Et vu qu'on veut l'évaluer par rapport à sa moyenne, qui est plutôt le 11 ici, donc ça nous revient juste à ajouter un 10% en supplément, ce qui nous donne ici 763 euros l'action. D'accord? Ce qui voudrait dire que l'entreprise en date d'aujourd'hui est sous-évaluée. D'accord? Et si on considère ce calcul plus aussi, on se dira que l'entreprise également est sous-évaluée en date d'aujourd'hui. Donc, on a deux prix, 763 euros et 800 euros, c'est l'estimation de la valeur de l'entreprise par rapport au potentiel de croissance. Donc, si cette croissance est de 15%, 13, 12, donc ainsi de suite, le prix sera encore plus élevé que ça. Moi, je dirais que quelqu'un qui achète LVMH à 694 euros ici ne surpaye pas. La valeur de l'entreprise est tout à fait plus élevé que le prix actuel en date d'aujourd'hui. Sans compter que dans ce prix-là, il y aura non seulement la croissance des volumes, il y aura une croissance organique, mais également inorganique, donc par acquisition. Et vous pouvez également compter sur le pricing power. Vous avez vu dans la division mode et maroquinerie, un pricing power pareil, ça ne s'invente pas et ça ne se crée pas en un jour. Et également, si on augmente le prix, par exemple, du cognac, du Hennessy, moi je sais que je continuerai à boire du Hennessy, même si le prix augmente. Et d'ailleurs, même le prix a augmenté. Je ne sais pas pourquoi. Donc, 800 euros l'action, c'est le prix que je donnerai à cette entreprise-ci. Et franchement, c'est exceptionnel. Si l'entreprise vaut 800 euros en date d'aujourd'hui, combien est-ce que ça représente? 800 euros, quel est le potentiel ici de croissance? Donc, on a un potentiel ici de croissance de 15%. On divise juste 800 euros par 694 $, qui est le prix actuel. Donc, moi, je pencherais plus sur le 800 euros. Donc, en date d'aujourd'hui, LVMH est sous-évalué. Donc, n'hésitez pas à refaire la même chose, refaire le même calcul, essayer de refaire la même chose que moi. Ça vous permet d'avoir une estimation réelle parce que la partie la plus importante, c'est de payer un bon prix ou un juste prix pour une très belle entreprise. Pas de la surpayer en espérant avoir une croissance hypothétique plus tard. Donc, il faut déjà faire différentes hypothèses. Donc, et par rapport à ça, par rapport à vos finis, par rapport à vos connaissances sur le sujet, vous pouvez extrapoler la valeur. Donc, il ne faut pas avoir précisément raison, il faut avoir le moins de tort possible. Et c'est ça le plus important. Voilà ce que j'avais à dire sur LVMH ici aujourd'hui. On se donne rendez-vous à la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien.